Ouais, ça finira pas. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, à tous. C'est pas facile aujourd'hui. Merci JP d'être là. Ouais, merci de me proposer ce live. En tout cas, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait des choses ensemble. Oui, c'est vrai. Donc JP est spécialiste dans l'accompagnement des thérapeutes. Tu dis quoi? Tu dis thérapeute, accompagnant? Tu dis quoi? Bon, les accompagnants de manière générale, ouais. Ouais. Plus largement les indépendants maintenant. Bah, des indépendants pour leur faire qu'ils arrivent à vivre de leur cabinet en soi. Ouais. On fait un bon résumé. Oui. Et moi, c'est JP le premier qui m'a accompagné dans tout ce qui a été marketing et tout. C'est toi qui m'as mis la main à la pâte, la tête dedans, même dirais-je, de force. Allez. Ouais, c'est ça. Et qui a fait que j'ai développé après pas mal de choses, cabinet, et puis après les formations, etc., etc. Donc, je trouvais que c'était important que, bah, comme on est sur un groupe de débutants, que vous écoutiez JP si vous ne le suivez pas déjà sur son groupe et sur sa chaîne YouTube. Je remettrai tout ça dans les notes. C'est important que vous l'écoutiez aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler. Je vais vous demander de fermer vos micros, ceux qui ont encore le micro ouvert. Et nous allons parler des 3 clés pour ne pas se viander en 3 ans. C'était ça, hein, notre titre. Ouais, c'était un peu l'idée, je trouvais ça pas mal. Euh, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, surtout comme sujet. Oui. Oui, et puis ça revient aux chiffres qu'on entend souvent, dont on n'a pas vraiment la source, mais que, en fait, il y a quand même pas mal de monde qui ferme dans les 3 ans, quoi, hein. Ouais. Ce qui est une règle un peu dans l'entrepreneuriat, hein, de manière générale. Les 3 premières années, c'est les plus difficile, hein. Ça va au-delà du métier d'accompagnant, hein. Donc, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, c'est plein de choses à apprendre, c'est des nouvelles règles du jeu à apprendre, hein. Comme je dis tout le temps, quand on est salarié, qu'on quitte son travail, qu'on veut remettre du sens dans ce qu'on veut faire, qu'on veut arrêter d'avoir un patron au-dessus du nez, des horaires, etc., ben, c'est une règle du jeu qui nous convient plus. Et donc, du coup, on veut changer. Malheureusement, on oublie souvent qu'il y a des nouvelles règles du jeu dans la vie d'indépendant, hein, qui sont tout aussi reloues quand on y pense bien. Et l'idée du live, ouais, c'était de se dire, bah tiens, on se concertait un peu avec Anna, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, je trouvais intéressant peut-être de parler un petit peu de l'état d'esprit un peu à adopter, des différentes, voilà, enfin, on a dit 3 clés sur ces 3 grands pôles, hein, on va dire, hein. Des clés, il y en a plein, mais c'est 3 grands pôles qui sont assez fondamentaux pour justement être déjà, dès le démarrage, une démarche de pérennisation. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Anna, de déjà commencer direct son activité en se disant l'objectif, c'est pas juste d'avoir des clients, un cabinet là, maintenant, tout de suite, c'est de se dire c'est que ça dure. Trouver des clients tout de suite, je vais pas dire que c'est facile, quand bien même il y a des choses à faire qui peuvent le rendre plus facile, mais c'est de tenir dans la durée qui est plus difficile. Ça vous parle, ce que je vois là? Ouais, N'hésitez ça pas, vous les parle? autres, mettre la caméra, c'est toujours plus agréable. Alors, c'est moi qui suis chiante là-dessus. Mais de Ouais. voir en fait vos têtes pour voir des oui et des non, ou si vous Bon, panez oui. quelque chose. Vous pouvez aller parler dans le chat aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. L'idée, c'est aussi d'échanger un petit peu autour du sujet. Voilà, on a des thèmes, voilà, des thèmes qu'on a envie d'aborder. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. L'idée, c'est de vous apporter aussi quelques billes, et quelques réponses par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement. Donc, on est sur un groupe de débutants, si j'ai bien compris, en hypnose. Bah, moi, j'ai débuté aussi en hypnose, hein. Moi, j'ai eu mon cabinet d'hypnose pendant 6 ans. J'ai réussi à en vivre au bout de 2, 3 mois, j'arrivais à en vivre parce que j'avais pas le choix, parce qu'il fallait ramener des sous-sous et que j'avais quand même pas mal de compétences en communication aussi de par ma carrière précédente où je savais comment faire quand même pour faire un site internet, communiquer, etc., etc., ce qui a rendu la chose assez facile, plus facile, on va dire, que si je ne les avais pas. Donc, on va démarrer peut-être avec le premier point que je voulais aborder avec vous, qu'on voulait aborder avec vous. C'est quand on se lance, quand on prend la décision de se lancer, d'ouvrir son cabinet d'hypnose, de vivre de cette activité-là. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, de vouloir en vivre. C'est pas une obligation, hein. Je pense aussi ça, c'est intéressant de se poser la question avec soi-même. Euh, mais pour ceux qui veulent en vivre, j'aime bien aborder ce premier point qui est finalement comment je veux vivre dans ma vie, de manière générale. C'est-à-dire, quand on dit comment vivre dans sa vie, c'est comment je veux vivre dans un quotidien, à quoi je veux que mes journées ressemblent, à quoi je veux que mon rythme de travail ressemble,
Et je pense que c'est un premier exercice assez intéressant de se poser la question là et de se dire, OK, je suis dans 3-4 ans, on est au café, on discute ensemble, qu'est-ce que vous me dites sur votre mode de vie? Et prenez le temps, je pense, assez rapidement, quand vous vous lancez, de vous poser cette question-là, parce qu'elle peut conditionner les décisions d'aujourd'hui, elle peut conditionner la direction que vous allez prendre, les choix que vous allez faire. Parce qu'au fond, sans déconner, quoi, si on décide de devenir indépendant, c'est quand même pour avoir un minimum de liberté et de choisir un petit peu la vie qu'on a envie d'avoir, non? Non? Ouais, je sais pas. Ouais, Si, ça quand même. résonne. Ouais, histoire de kiffer un peu sa vie, non, il me semble. Bon. Et malheureusement, on se pose pas suffisamment cette question, ce qui fait qu'on en arrive vite à se perdre. Et on en parlait tout à l'heure, on a échangé un petit peu avec Anna tout à l'heure, sur pourquoi en fait vous avez décidé de faire ce métier, de choisir cette vie-là, hein. Et on en vient très rapidement à des choses plus personnelles. Ça veut dire, j'ai envie d'être, je sais pas, présent pour mes enfants, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie de pouvoir ne pas travailler du matin de 8h à 19h, je veux pouvoir, je sais pas, vous êtes probablement tous posé cette question-là à un moment donné, non? Ouais. Et je pense que c'est très intéressant, une des clés fondamentales pour tenir dans la durée, pour être toujours là dans les 3 ans, c'est déjà de se projeter dans une vie que vous avez envie d'avoir, mais dans votre vie personnelle aussi. Et pas que, je veux faire des séances, nana, ça c'est important, oui, bien sûr. Faire des séances, je veux peut-être faire des stages, des formations, je veux peut-être me développer en entreprise, je veux peut-être accompagner tel sujet ou tel sujet pour ceux qui ont déjà des idées de spécialisation, par exemple. Mais c'est de se dire, merde, à quoi j'ai envie que ma vie elle ressemble dans les années futures quand je gagnerai suffisamment pour pouvoir avoir cette vie-là. Et on en revient à la notion du combien j'ai besoin pour vivre. C'est souvent intéressant et je suis assez surpris à chaque fois que je commence un accompagnement où j'ai des personnes que je prends en call. Je leur pose la question, mais tu as besoin de combien pour vivre? Et très souvent, les gens, ils ne savent pas répondre en fait. Ils n'arrivent pas à poser un chiffre. Mais quand je dis vivre, c'est vivre, hein. C'est peut-être aller au resto, prendre des vacances, faire des trucs comme ça. Ouais. Et un des premiers piliers fondamentaux, c'est vraiment ça. C'est de projeter votre décision de vous lancer dans la pratique de l'hypnose et de la projeter dans une vie que vous avez envie d'avoir. Ne pas le faire, ça peut créer un espèce d'effet de tunnel, de tunnelisation, où vous allez vous concentrer uniquement sur il faut que je développe mon expertise, alors il faut que je lise plein de bouquins, il faut que je me forme à fond, il faut que je machin, il faut que il faut que je ça, il faut que je remplisse mon câble. Et puis au fur et à mesure, votre vie, elle ne tourne exclusivement qu'autour de ça, et on en oublie de vivre, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui fait, à mon sens, qu'on peut tenir plus longtemps quand on a une attention particulière à comment vous voulez vivre. Tout à l'heure, j'étais en coaching ce matin avec quelqu'un et je lui disais, euh, et elle me disait, pour le coup, bah, c'est vrai, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et puis là, je me suis pris telle formation, telle formation, telle formation, et je veux la faire, etc. Et il faut que je lise tel livre parce que j'ai vu que l'autre, il a lu tel livre, et puis machin, il a fait ci, et puis moi aussi, il faut que je fasse ça. Et résultat d'accord, je dis, mais tu fais quoi pour toi, en fait? J'ai pas le temps. Je dis, mais qu'est-ce qui se passerait si tu commençais par prendre le temps aussi de vivre et de développer ton activité et de dissocier les deux? Et je pense que dans le cadre d'une pérennisation, de devenir vraiment indépendant, mettre de côté un petit peu ce qui vous nourrit vraiment et ce qui fait que vous vous sentez vivant, que ce soit même avoir vos proches, pour ceux qui ont ma newsletter, j'ai écrit justement là-dessus lundi, comme quoi c'est rigolo, là-dessus, quoi, sur le fait de se dire, merde, bah là, moi, ce week-end, je suis parti 3-4 jours voir mon pote Laurent, on a parlé de tout et de rien, on a pris du temps, etc., pour ressourcer, retrouver de la motivation, retrouver de la créativité, pour pouvoir faire tout ce qui a besoin d'être fait, parce qu'il y a quand même un paquet de trucs à faire pour pouvoir se développer, on est quand même bien d'accord. Tu es d'accord avec ce truc-là, Anna? Il y a quand même un paquet de trucs à faire pour se développer, quand même. Ah bah, c'est peut-être ça le problème, des fois, c'est qu'on a tellement de choix dans les possibilités de stratégie de développement qu'à un moment, on essaye de tout faire, et quand on essaye de tout faire, bah, on fait rien correctement, ou en tout cas rien à fond, et c'est désespérant, en fait, ça déprime Ouais, de dire que ça n'a pas de résultat. exactement. On prend juste le cadre d'un site internet. Quand on se lance, on se dit, bah, il faut un site internet, oui, au moins une carte de visite en ligne, quelque chose qui ressemble à quelque chose.
Je vais rappeler les critères fondamentaux d'un site internet, hein. Que ça fasse professionnel, sinon la personne se barre instantanément. Donc ceux qui veulent le faire eux-mêmes et que c'est moche à la fin, vous perdez votre temps, en fait, hein, tout simplement. Les critères de choix sont souvent sur les avis, sur votre photo. Et après, la manière dont vous allez présenter les choses de manière claire pour que la personne puisse se dire cette personne, elle peut m'aider à régler mon problème. Ça, c'est les critères fondamentaux du site que je remets vite fait entre parenthèses là. Mais si vous êtes là-dedans, ça prend du temps. Et si vous ne découpez pas ces tâches de manière efficace et que vous ne prenez pas le temps aussi de vous ressourcer à côté, ça va être plus difficile de le faire et de le tenir dans la durée. J'entends aussi cette phrase, je vais me développer une bonne fois pour toutes. Quelqu'un pense ce truc-là? Il faut que je me développe une bonne fois pour toutes. Personne ne pense ça ici, hein. Non, jamais. Non, ça n'est jamais arrivé, bien évidemment. Vous allez vous développer tout le temps jusqu'à la fin de votre activité. Donc, essayez pas de tout faire d'un bloc, ça ne marchera pas, en fait. Et je pense que c'est ça, de réinscrire le développement de son activité, de réinscrire son installation, de réinscrire sa pratique de l'hypnose, tout simplement, dans une vie. Ça devient votre métier, ce qui veut dire que vous avez votre métier et vous avez une vie. Et je vois souvent cette espèce d'amalgame qui se crée et qui fait que ça mène à un épuisement assez rapide, voire à un découragement quand on n'a pas les résultats escomptés que tu évoquais justement, Anna, quoi. Donc pour moi, c'est un élément de vigilance absolument fondamental de prendre en compte l'importance de continuer à vivre. Vivre. Par exemple, si votre hobby, c'est de lire des bouquins de développement personnel le soir, à mon avis, c'est pas un hobby, c'est juste j'ai besoin de me nourrir de quelque chose parce que je me sens pas légitime et que j'ai besoin de savoir plein de trucs. Et du coup, votre vie ne fait que tourner autour de ce truc-là, alors que lisez un bouquin, allez voir un spectacle, lisez un bouquin qui vous plaît, qui soit dissocié justement, qui sorte un petit peu de votre pratique. Et donc, très rapidement, d'inscrire votre développement d'activité dans votre métier et il y a votre vie. Et s'il y en a un qui est négligé, je peux vous dire que c'est pas cool. Et croyez-moi par expérience, ça peut vite créer des dégâts aussi autour. Hein, passage. Je le glisse comme ça, mais ça peut arriver. Les gens qui ont comme moi une bibliothèque géante de dev perso ne voient pas ce que tu veux dire. Ça ne me parle pas du tout, cette histoire de livre pour remplir quelque chose de légitimité, vraiment, Non, j'ai dit ça au hasard, tu vois, c'est une pensée qui vient de me traverser l'esprit. C'est intéressant, X, qu'elle posait comme question, c'est, alors moi j'aime bien le poser en pourcentage, mais combien de temps toi consacrerais au développement d'activité par semaine? Ouais, très bonne question. Tu connais ma réponse? Généralement, je dis ça dépend. Mais ça va vraiment dépendre de comment vous voulez vivre. Donc, ce qui présuppose de combien vous avez besoin de gagner pour avoir de la vie dont vous avez besoin, de votre situation financière, soyons très clairs. Call d'hier, encore, une personne qui me dit dans 6 mois, j'ai plus de chômage. Je regarde son site internet, c'est une catastrophe. Donc, il y a déjà au moins 2 à 3 mois de boulot. Je lui ai dit, là, tu as meilleur compte de prendre le temps de te développer, de développer ta compétence communication, on en parlera après, de travailler sur ton site internet et de te sécuriser peut-être financièrement avec un job à côté pour pouvoir avancer sereinement. Et c'est pour ça que ça va véritablement dépendre de vos situations, du temps que vous avez devant vous, ce genre de choses. Et aussi un élément fondamental, de l'énergie que vous avez à y consacrer et d'où vous en êtes au niveau de vos compétences. Si vous êtes complètement nul en com, que dès que vous êtes face à quelqu'un, vous ne savez pas aligner 3 mots, ça va forcément prendre plus de temps que quelqu'un qui est plus à l'aise. Enfin, ça me paraît logique, hein, dit comme ça, je pense qu'on peut tous le comprendre, ce truc-là. Donc, ça va dépendre vraiment d'où vous en êtes qui va déterminer le temps. Donc, c'est un combo entre vos objectifs de vie, les compétences que vous avez. C'est ce combo-là qui va déterminer le temps que vous allez mettre pour vous développer. D'accord ? Voilà, c'est les deux questions. C'est ce que remet Anna dans le chat, si vous voulez voir. C'est combien le besoin de gagner net par mois, combien vous avez besoin et envie. Ouais, voilà, c'est les deux. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est très difficile de répondre à ce truc-là parce qu'il y a un troisième élément, c'est l'élément de contexte. Vous êtes où? Vous êtes au fin fond de la Pampa, dans un village de 150 personnes, et il y a peut-être 3000 personnes sur 50 km à la ronde. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même limonade que si vous êtes en plein centre-ville, où là, vous allez rencontrer d'autres problèmes qui vont être la concurrence, par exemple.
Donc, l'élément de contexte aussi, il est déterminant sur le temps qu'on va mettre pour se développer. C'est pour ça que je dis souvent, chaque situation est unique. Comme quand on dit souvent en dev perso, nous sommes tous des êtres uniques et singuliers. Bah, vos situations sont uniques et singulières. Donc, de fait, le temps que vous allez mettre pour vous développer aussi. Moi, j'ai des personnes qui se développent en 6 mois, j'ai des personnes qui se développent en 2 ans, j'ai des personnes qui se développent, qui restent à faire un mix parce que ça leur convient bien. J'ai mon petit job, et puis à côté, je fais de l'accompagnement, ça me convient très bien, j'ai ma stabilité. Ça va dépendre aussi des peurs que vous pouvez avoir, hein, typiquement l'insécurité financière, qui est quand même le truc qu'on a tous dans ce métier-là. Soyons très clairs, hein, je veux dire, moi je connais très peu de personnes qui ont 2 mois d'avance sur leur carnet de rendez-vous. Très rare. J'en ai, hein, mais c'est rare. On est plus sur 3 semaines, un mois généralement, parce qu'on est aussi, de par la pratique de l'hypnose, on est sur quelque chose où les personnes vont rarement revenir 10, 20, 30 séances. Ça peut arriver, ça dépend ce que vous suggérez et au passage comment vous l'amenez, parce que ça a aussi des petites choses à amener hein, pour que les gens s'engagent un peu plus, ça se travaille. Mais c'est tous ces paramètres-là qui vont déterminer le temps que vous allez mettre pour vous développer. Ça va? Visiblement, ça aide les naïcs, que je dis ça. Oui, ce qui aide, c'est quand tu dis il y a peu de personnes, de praticiens, de thérapeutes qui ont plus de 2 semaines. En fait, moi, ça me Ouais, rassure. 3-4 semaines généralement. Enfin, moi, après Anna, je sais pas, toi, ton référentiel, mais moi, dans ce que j'observe, quand on a 3-4 semaines de rendez-vous d'avance, c'est bien déjà. Ouais, ouais. Bien, hein. Franchement, Ouais. c'est bien. Après, j'en ai, c'est sûr, 3, 4, 5, 6 mois, mais on rentre dans des choses où c'est déjà, on rentre sur quelque chose d'un peu plus spécialisé, des gens qui sont installés depuis plus longtemps, qui ont déjà un bouche à oreille qui tourne, qui sont connus, reconnus dans leur secteur. Donc, ça prend du temps, hein. Je pense que cette notion de temps, elle est importante. D'ailleurs, je vais l'aborder tout de suite, ce qui était, c'était mon 3e point, mais je vais le mettre en 2. C'est vraiment cette notion de respect du rythme du développement. Et c'est lui qui va être déterminant. C'est de trouver votre bon rythme à vous par rapport à votre situation dans votre développement qui va être déterminant sur le fait que vous serez toujours là dans 3 ans. Donc peut-être d'accepter que moi, dans ma situation, j'ai besoin d'avoir un job en parallèle parce que j'ai telle et telle contrainte financière, j'ai peut-être des enfants à charge, j'ai peut-être ci, j'ai peut-être ça. Donc ça va prendre plus de temps pour me développer, mais je vais prendre ce temps pour me développer aussi. Et cette notion de rythme de développement, il est intéressant de s'y pencher assez rapidement pour que vous soyez en paix avec ce truc-là. Parce que juste par rapport à la pratique en elle-même, quand on démarre l'hypnose, on nous raconte en formation qu'on a un outil formidable qui peut régler tous les problèmes de la Terre en 2 coups de cuillère à peau. Déjà, on se rend vite compte que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, hein, à force. Hein. Qu'on n'est pas forcément des dieux vivants du réglage de problèmes. Hein, ça aussi, je pense que c'est important. Faut se détendre un petit peu. On a un outil intéressant qui permet de filer un coup de main à des gens. Hein, je pense que je vais un peu redescendre, surtout quand on démarre. Mais ce qui présuppose aussi que si vous vous mettez la pression dans votre développement, ça va vous mettre la pression sur les résultats des séances. Parce que si je n'ai pas des bons résultats en séance, je n'aurai pas un bon bouche à oreille, je n'aurai pas des bons avis. Et en plus, quand je vais communiquer, il faut que j'ai des clients parce qu'il me faut de l'argent. Donc, du coup, vous allez communiquer peut-être d'une manière plus agressive, plus incisive, sans même vous en rendre compte quand vous allez être en face de quelqu'un. Et ça va rajouter une pression supplémentaire qui risque de devenir totalement contre-productif dans votre pratique. Et croyez-moi, je l'ai vécu, c'est super chiant. Quand on se dit, oh, putain, il faut que je rentre 4000 balles là ce mois-ci, sinon mes gosses, ils ne mangent pas. Allez, toi qui es en face de moi, viens me prendre une séance. On n'est pas du tout dans la même énergie. On n'est pas du tout dans la même manière d'accompagner. On ne dit pas les mêmes choses aussi aux gens. Alors que si on supprime cette pression du développement, cette pression du résultat, ça transforme radicalement notre manière d'accompagner et d'aborder l'hypnose avec les gens. C'est d'arriver à ce seuil de que la personne vienne travailler avec moi ou non, qu'elle soit satisfaite ou non, c'est pas grave. Mais je fais ce qui me semble juste. Et cette pression de développement, elle peut annihiler ça et vous tordre d'une certaine manière et franchement vous stresser au quotidien quand même. C'est pour ça que le respect du rythme du développement, le respect du rythme du développement de votre expertise des gens, donc c'est très bien de se former, de prendre des formations comme la formation Tabac d'Anna par exemple,
ou d'autres choses pour arriver à avoir des billes supplémentaires face aux gens, c'est très, très important. Mais aussi de respecter le rythme de la pratique. Peut-être que vous allez faire la formation, pour regarder cet exemple-là, la formation tabac d'Anna, je vais le tester sur 15 clients. 15-20. Et après, je vais me dire, OK, j'en suis où? Comment ça s'est passé? Je vais peut-être refaire un petit coup une formation ou un autre truc, ou je vais peut-être la revoir, ou je vais peut-être demander une supervision. Et c'est respecter ce rythme du développement de l'expertise aussi qui est assez fondamental et qu'on oublie. Comme je dis souvent, c'est un peu rude, mais j'aime bien le dire. Même moi le premier, hein, quand j'ai démarré, j'étais nul. Je pense que vouloir être légitime quand on démarre, c'est illusoire. Non. Je pense qu'il faut revenir à un cran un peu d'humilité. Je démarre, les premiers clients vont essuyer les plâtres, mais je vais apprendre et je vais progresser à chacun de mes clients. Ouais. Et je pense que ce respect du rythme de votre développement en tant que praticien, il faut faire attention que votre besoin de développement d'activité ne vienne pas trop le perturber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ce que je raconte? Ouais, cool. Bon, super. Très bonne formation d'ailleurs, Léa. Ça, pour moi, c'est le deuxième point qui est assez fondamental. C'est vraiment le respect de ce rythme-là. Parce que ça peut foutre le bordel, hein, sincèrement. Ça peut devenir un petit peu même égocentré ou ce genre. Non, on revient, vous démarrez, vous êtes nul. Moi, j'aime bien me dire ça. Quand je démarre un truc, je me dis, je suis nul, donc j'ai tout à apprendre. Ce qui m'évite de me coller des pressions trop importantes. Ça, c'était le deuxième point. Des questions là-dessus? Allez-y, mettez dans le chat ou si vous voulez faire des remarques ou partagez même votre expérience ou votre ressenti par rapport à ce que je dis. Ça peut être intéressant. Non? Je ne vais pas vous manger, promis, je suis gentil. Je n'ai pas l'air des fois, mais en fait, je suis gentil, au fond. Mais loin, loin, des fois. Le fait Non. de se sentir nul, ouais, ça parle bien. Ouais, bah oui, mais c'est plutôt ça, je C'est trouve. vraiment un client sur deux, quoi. Ouais. Et puis, tu as le truc aussi du client qui vient te voir. Tu as l'impression d'avoir fait un super truc, mais c'était naze. Et des fois, tu as l'impression d'avoir fait de la merde et la personne, elle te rappelle après, elle fait ah, c'était formidable. Donc, notre propre critère de jugement sur ce qu'on fait, il est un peu compliqué, quoi. Donc, autant l'abandonner tout de suite. Mais c'est surtout cette pression du résultat, cette pression de la transe, par exemple. Il faut que je mette la personne sous hypnose. Non, il n'y a rien de faux. Il n'y a pas de il faut là-dedans. Et c'est de respecter aussi ce rythme-là. On dit souvent, j'accompagne de manière personnalisée en respectant votre rythme. C'est ce qu'on raconte, c'est ce que je lis beaucoup sur les sites internet. Hein. Respectez déjà le vôtre de rythme, ça pourrait être pas mal, je pense. Assez fondamental ce point-là pour moi, si on veut vraiment durer, c'est vraiment cette autorisation au développement. Et là, pareil, si on me dit combien de temps il faut, ça va dépendre. Ça va dépendre de où vous en êtes, de comment vous en êtes par rapport à l'hypnose en elle-même, par rapport à certains sujets d'accompagnement aussi, qui vont être plus difficiles pour certains que d'autres. Et c'est en fait ce mix-là, si vous arrivez à trouver et à respecter ce rythme et à vous autoriser à vous foutre un petit peu la paix aussi, et à mettre en place autour de vous une situation qui vous permet de vous développer confortablement, vous avez plus de chances de tenir dans la durée que quelqu'un qui va se coller une pression triple XL et qui veut remplir son câble en 2 coups de cuillère à peau. D'accord. Je ne sais pas ce qui est écrit dans le chat. Gérer le doute récurrent. Ouais. Le doute de ce qui se passe en séance, oui, le doute du développement d'activité. Oui, le doute du développement d'activité, intéressant. On a tous peur de ne pas y arriver. Non? Qui a pas peur de qui a peur de ne pas y arriver ici? Même moi, je lève la main. Donc, normal, non? Je sais pas. Ce doute, il doit être utile. Hein. Le doute, il est là pour vous amener à vous remettre en question sur est-ce que je fais, ça part dans la bonne direction. Et c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. On veut toujours tout gérer tout seul. On est déjà tout seul en cabinet, on est tout seul face à nos bouquins, on est tout seul face à nos bouquins de formation qu'on essaye de relire, etc., etc. On est tout seul face à la montagne du développement d'activité. À un moment donné, par exemple, vous êtes là aujourd'hui, c'est très bien. C'est de se dire, je vais me faire filer un coup de main. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui arrive à me clarifier mes différentes stratégies ou qu'est-ce que je dois faire dans le bon ordre. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien? Comment je pourrais l'améliorer? Ce doute, il doit être utile. Il doit être utile pour générer une action, pour générer une réaction, et pas pour vous enfermer dans des peurs. Parce qu'on a tous le doute de ne pas y arriver. Bah ouais, c'est normal. On est seul à devoir être le propre générateur de son salaire.
C'est chaud quand même, hein, quand on y pense. Hein, c'est facile de critiquer les patrons, hein, mais là maintenant, c'est pas la même. Hein. C'est vous le patron. Hein. Donc, ça, c'est pour moi le deuxième point vraiment assez fondamental. Est-ce que je dois pondre un flyer à destination de structures pour des ateliers enfants-ados et d'autres pour adultes et je bloque? Peur de ne pas écrire ce qu'il faut, trop en mettre ou pas, du coup, je ne fais pas. Oui, je pense qu'Anna peut présupposer ma réponse. On va voir. Et tu verras. Tu Déjà, verras si ça un, marche ou pas. tu fais et tu verras bien. Et deux, si tu as peur de ne pas écrire ce qu'il faut, apprends à écrire ce qu'il faut. Ouais. Non? Donc, c'est là où on a un doute, là où on sent qu'il y a un manque, en tant qu'indépendant, en tant que, je dis indépendant parce que vous êtes indépendant dans l'idée, c'est de déclencher une action. Et l'action, c'est si je sais que j'ai une lacune à cet endroit-là, ne pas attendre 6 mois, 1 an pour aller chercher ce dont on a besoin. Ça, c'est tout bête. Là, on m'a demandé, là, est-ce que si j'ai un cabinet à tel endroit et un autre cabinet à tel endroit, est-ce que je dois, est-ce qu'auprès de l'URSSAF, il faut que je fasse 2 immatriculations? Ma réponse, ça a été, appelle l'URSSAF. Et en fait, on reste dans nos trucs à nous, on essaye de bricoler des solutions. Non, il faut agir à un moment donné. Aller chercher les ressources là où on en a besoin. Et je pense que ça, c'est assez fondamental par rapport à cette espèce de rythme d'apprentissage. Quand on sent qu'il y a une lacune et qu'il y a un problème, c'est d'aller le solutionner. Parce qu'on sait que là, ça pêche. Et là, typiquement, pour les flyers, si je devais te répondre juste sur la stratégie, les flyers, dans l'idée, c'est ce qui rapporte le moins de retour sur investissement. Mais pour moi, ça a toujours été une excuse pour démarcher les gens. Et salut, j'ai des flyers et on ouvre la conversation avec la personne. C'est une excuse. Sur les flyers ciblés, c'est typiquement si vous êtes, si vous faites de l'accompagnement à, je sais pas moi, je pense à la fertilité ou tout ce qui est problématique liée, je sais pas moi, oui, la fertilité par exemple, les flyers, ils sont pertinents où? Dans un cabinet de gynéco et pas à la boulangerie du coin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du bon sens après derrière, c'est de placer les choses là où elles sont utiles. Ça, c'est juste pour répondre rapidement sur la stratégie des flyers. Mais sur le fond, il n'y a pas de secret, il faut apprendre à écrire. Comment nous pouvons apprendre à écrire ce qu'il faut? Il y a des offres dans tous les sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire le tri. Il faut tester, il faut se planter aussi. Et on en parlait avec Anna d'ailleurs. Des fois, on prend des trucs et on se plante un peu. Hein, c'est normal. Après, moi, typiquement, c'est devenu ma spécialité d'apprendre à écrire et d'apprendre à pitcher. Donc, moi, parce que pour moi, c'est ce qui manque de partout, cette compétence communication qui est absolument nécessaire, surtout dans nos métiers, sur apprendre à créer de la confiance sans prendre les gens pour des cons. Parce qu'on vend pas des baskets, on vend pas des produits en fait. Nous, ce qu'on propose, c'est une relation de proximité avec une personne qui, à un moment donné, va venir se confier à nous pour régler quelque chose, peut-être de très lourd pour elle. C'est pas la même limonade de créer la confiance que de vendre un produit ou vendre une prestation. Pour ça, quand on dit se vendre, moi, je considère pas qu'on se vend hein, en tant que praticien. Le mec est parfois chelou, mais il est top. Merci Pauline, je te remercie beaucoup pour cette remarque dans le chat. Donc c'est un petit peu des compétences. Je parlais de compétences tout à l'heure sur le temps de développement. Pour moi, une des compétences à acquérir assez rapidement, c'est apprendre à expliquer ce que vous faites. Et au-delà de l'hypnose est un état modifié de conscience que l'on rencontre quand on prend la voiture et que les gens, ils n'en ont rien à branler de ça déjà. C'est les gens, ce qui les intéresse, c'est de savoir si vous pouvez résoudre leurs problèmes et surtout de les rassurer sur leur peur par rapport à l'hypnose. Donc savoir lever des objections, par exemple. Savoir lever toutes ces objections-là, c'est des choses qui s'apprennent, ça se travaille, c'est tout. C'est qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui va me dire oui, mais tu vas prendre le contrôle sur moi. Si vous ne le travaillez pas en amont, vous ne pouvez pas le deviner. C'est impossible. Donc ça se travaille. Ça, c'est des choses à travailler, savoir y répondre, comme vous avez appris à faire des inductions, comme vous avez appris à faire un discours pré-hypnotique, entre guillemets, pour ceux qui le font, qui veulent le faire. Et si vous ne le faites pas, ça va générer une peur de vous faire rembarrer, une peur d'être jugé. Et donc, du coup, va vous empêcher une mise en mouvement et la peur va prendre carrément la place du doute. Quoi. Je ne vais pas y aller. Quoi. Alors que des fois, c'est juste développer une compétence et apprendre certaines choses pour pouvoir oser le faire.
Pour moi, apprendre à ce que chaque personne que vous ayez au téléphone, si ce que vous proposez est adapté et que la relation se prend bien, ça doit faire 100% de séance, quoi, sans aucune forme de doute. Parce que des fois, ça ne joue pas à grand-chose. Juste une petite peur, la personne elle a besoin d'être rassurée sur quelque chose. Donc, c'est apprendre à le détecter, ce genre de truc. Et tout ça, ça s'apprend. Ça, c'était pour répondre sur la partie apprendre à écrire. Et c'est pratique, 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 oser faire, répéter, répéter, répéter jusqu'au moment où. Donc, oser se planter, oser faire de la merde, oser tester d'expliquer quelque chose, quelle hypnose à quelqu'un, et se rendre compte que la personne en face, elle vous regarde avec des grands yeux comme ça, et là, vous dire, OK, je suis à côté de la plaque, je vais essayer de comprendre pourquoi, et faire évoluer ce truc-là. Et c'est respecter donc ce rythme d'apprentissage. Ça va là-dessus? D'autres questions? Tant qu'à faire? Donc, je passe au troisième point, la troisième clé. Non? Ça va, vous comprenez tout c'est clair ce que je raconte, ça, hein? Ouais. Non, ok. Ouais, sur le pitch, il y a des bouquins, il y a des trucs, il y a pas mal de choses. Moi, c'est ce que je fais sur le révélateur tout le temps, mais le pitch, c'est aussi oser le pratiquer. Par exemple, sur le révélateur, je vois, je dis à tous, hein, vous faites la formation pitch, enfin discours et objection, et ils ont besoin de passer 3 fois en workshop, réviser 3 fois les choses pour arriver à des premières versions vraiment intéressantes. Mais après, il faut oser le présenter, comme on fait là, ils viennent, ils présentent le truc, et ça permet vraiment de roder le discours, mais c'est la pratique qui fera la différence. Et comme votre expertise, c'est la pratique qui fera la différence. C'est ça qui vous rendra légitime. Pas parce que vous avez fait hypnose et tutu avec 354 retours et que vous avez lu 803 bouquins de développement personnel. Non, ce qui vous créera votre légitimité, c'est d'être face aux gens et de pratiquer à terme. Après, je comprends, au début, je fais pareil, hein. Je me suis formé, j'ai eu des bouquins, je fais la totale. Lui, il a fait ça, il faut que je fasse la même chose. Lui, il a lu tel bouquin, il faut que je le lise aussi, et tous ces trucs-là, là. Je l'ai fait aussi, donc je ne jetterai jamais la pierre à personne. Mais avec le recul, je peux vous dire, si rapidement vous pouvez plus vous orienter vers la pratique, ça vous gagnerait un petit peu de temps, je pense. Troisième clé, à mon sens, c'est toujours, absolument toujours savoir répondre à la question comment les clients me trouvent. Et la deuxième question, pourquoi ils viendraient travailler avec moi plutôt qu'un autre? Et cette réponse, vous devez toujours savoir, toujours l'avoir, les réponses, vous devez toujours les avoir en tête. Si un jour vous vous dites, si je vous pose la question comment les clients te trouvent et que vous ne savez pas comment répondre, c'est qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que vous n'avez pas de vision sur votre visibilité en termes de communication. Alors, on parle ça peut être des prescripteurs, ça peut être des publicités sur Internet, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des événements que vous organisez ou des événements auxquels vous vous présentez, etc., etc. Mais il faut avoir la réponse à cette question, c'est absolument fondamental. Toujours, toujours, toujours. C'est quand on se rend compte du temps passé à essayer seul qu'on décide de se faire accompagner. Oui, c'est généralement ça. On attend d'être au pied du mur. C'est marrant parce que dans certains pays, les coachs en développement d'activité font partie des business plans, ce qui n'est pas le cas en France. On attend d'être seul et de déprimer pour se faire appel, pour se faire aider. Ce que je peux comprendre aussi, parce que des fois, on a besoin de se confronter. On a besoin de se confronter à la réalité de la difficulté en étant seul. Donc, c'est pas trop grave. Et oui, les avis, c'est la vie. Ça, c'est mon truc. Les avis clients seront toujours quelque chose qui... Faites 4 avis clients par mois pendant 3 ans. Faites le calcul. C'est pas beaucoup hein, quand on y pense. Hein. Enfin, ça dépend du niveau de clientèle que vous avez actuellement, mais déjà, quand vous avez commencé à avoir, je sais pas, 5, 10 séances, 15 séances par mois, si vous avez récupéré 3-4 avis par mois, faites le calcul sur une année, ça fait déjà une bonne quarantaine, cinquantaine, et ça a de la gueule hein, sur une fiche Google My Business ou sur un site internet. Ça veut dire que vous êtes légitime auprès des gens. Ouais, donc c'est ces 2 questions, pour moi, vous devez toujours les avoir en tête. Comment les clients vous trouvent, d'avoir conscience de comment ils vous trouvent, pourquoi ils vous choisissent, vous. C'est assez important, ça. Qu'est-ce qui a fait la différence entre vous, ça peut être j'ai bien aimé votre photo. Ok, ça va, donc c'est-à-dire que ma photo fonctionne bien. Ça, ce genre de choses. Toujours les avoir en tête, c'est absolument fondamental. Ce dernier pilier-là,
Là, on est plus sur de la stratégie, sur de la communication, hein, très clairement, mais faut l'avoir en tête. C'est je suis pas, c'est machin qui m'envoie du monde. Ok, donc en gros, vous gérez rien dans votre com, en fait. C'est juste de l'aléatoire. Donc si c'est aléatoire, c'est que c'est pas pérenne. Voilà, j'ai tout dit. J'ai dit les 3 clés. Ça va, non? C'est pas mal, les 3 clés, comme ça. J'avais des questions, moi, qu'on avait posées sur le groupe. Ah, ben vas-y, on voit, hein. Alors, dans une petite ville, petite écrit en gros, donc c'est important, où Ouais, il y a c'est une marrant. bonne dizaine d'hypnos, comment se démarquer? Combien vont fermer? Comment ne pas être celle qui va fermer? Ben, en faisant tout ce que j'ai dit là, déjà. Euh, bah, comment se démarquer? Bah, ça passe déjà. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi ça va recouper un peu avec la question qu'il y a dans le chat. Euh, il y a plusieurs manières de se démarquer. Déjà, il y a une chose qui est fondamentale, ce qui vous démarquera toujours, c'est les avis. Donc, mais au début, on n'en a pas. Donc, c'est un petit peu emmerdant. La qualité de votre communication, c'est-à-dire le professionnalisme de vos supports de communication, c'est absolument fondamental. La confiance se crée aussi sur votre discours. C'est votre manière de présenter les choses sur votre site internet, la manière de l'expliquer. Et après, le dernier point, mais ça, j'ai pas la maîtrise là-dessus, c'est si vous êtes nul, vous tiendrez pas. Si vous êtes bon, vous tiendrez. Donc, le développement de l'expertise, en fait, tout simplement. Pas de secret, hein, je veux dire, ceux qui restent, ceux qui sont bons aussi, à un moment donné, quoi. Ceux qui sont bons et qui sont visibles. Et ceux qui sont même très visibles et qui sont pas bons, même eux, je sais pas si ça va durer, en fait. Parce que s'il n'y a pas forcément de la satisfaction clientèle, un bouche à oreille qui se développe ou ce genre de choses. C'est drôle, j'ai eu quelqu'un en ligne dernièrement qui me disait ça fait 2-3 ans qu'il pratique, il a pas mal de monde, mais il a 0 bouche à oreille. C'est un problème. Et je lui ai demandé d'après toi pourquoi. Et il s'est rendu compte avec le recul qu'il était dans une période de sa vie où il essayait de convaincre les gens de sa propre philosophie dans son accompagnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il essayait un peu de ouais, mais parce que dans la vie, c'est comme dit, c'est comme ça. En fait, il n'était pas dans l'accueil des gens tels qu'ils sont, et il essayait de transmettre comment lui pensait à ses clients. Donc, ce qu'il a arrêté de faire, et puis forcément, ça a changé un petit peu la donne après derrière. Donc, ça dépend de comment vous êtes aussi dans votre expertise, dans votre approche de l'accompagnement qui peut faire une différence. Après, dans le cas, c'est quoi? C'est un petit village, petite ville? Petite ville, visiblement. Petite. Ouais. Ouais, petite ville, pas beaucoup de monde. Donc, mais là, je pense qu'il y a un gros critère de patience. C'est pour ça que je parlais du rythme en deuxième pilier, hein, tu vois, parce que quand même, vous avez petite ville, prenons la probabilité, c'est assez simple. On veut toujours avoir des résultats en communication. Donc, ça présuppose que si je communique, la personne voit ce que je fais et me prend rendez-vous tout de suite. On est d'accord? C'est un peu cette idée-là. Sauf que malheureusement, on accompagne des gens qui ont des problèmes. Et vu qu'ils ont des problèmes, quand bien même ils voient passer votre pub, ils voient passer votre truc ou qu'ils vont sur votre site internet, ils sont peut-être pas prêts émotionnellement dans l'instant à aller se faire accompagner. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vous appelleront pas plus tard. Et je pense que le critère humain dans l'acceptation de ce rythme de développement, il est très important. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à venir faire une thérapie, quoi. On ne peut pas forcer les gens à arrêter de fumer, on ne peut pas forcer les gens à arrêter d'être anxieux. Par contre, peut-être que si dans notre communication, on a généré de la confiance, on a montré dans notre manière d'aborder la problématique que, il y avait une résonance chez lui, que peut-être que ça lui parle, et peut-être qu'il va être dans son temps de décision et qu'il va vous appeler 2-3 mois après. C'est la réalité de notre métier. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Anna, mais pour moi, c'est très fort ce truc-là, hein. C'est des gens, c'est pas des ah bah tiens, super, je vais arrêter avec mes crises d'angoisse, tiens. Bah non, ça marche pas comme ça. Personne elle est peut-être dedans depuis 15 ans, et là, c'est peut-être une vraie démarche pour elle de se lancer dans un accompagnement, en plus en hypnose. Donc, c'est cet respect aussi du rythme des gens en face. Et donc, si on prend ça en ligne de compte, petite ville, donc faible volume de population. Donc là-dessus, il faut faire le tri avec ceux qui seraient potentiellement intéressés par l'hypnose. Vous le sentez, l'effet d'entonnoir là? Et qui en plus sont prêts à se faire accompagner, et qui en plus sont prêts à se faire accompagner par vous. Donc, on se retrouve avec un pourcentage finalement de potentiels clients faible.
donc nécessite plus de patience, voire d'élargir son champ de communication pour toucher d'autres gens autour. Vous voyez l'idée? C'est un principe de réalité, hein, ça pour moi. Donc forcez pas les gens, en fait, à bosser avec vous. Ils viendront quand ils seront prêts, mais c'est pour ça qu'il faut planter les bonnes graines quand ils sont en contact avec vous. C'est ça qui fait la différence après derrière. Statistique intéressante sur les publicités Google Ads que j'ai eu dernièrement. Sur un panel assez important de sites web, de thérapeutes, de pas mal d'hypnos d'ailleurs. Entre le moment où la personne a cliqué sur la pub et le moment où elle a pris rendez-vous chez vous, elle est revenue 5 fois, elle revient entre 4 et 5 fois sur le site en moyenne. Le point de départ, clic pub. Hein. Donc, c'est pas instantané. Hein. On n'est pas action-réaction. Donc, quand vous abordez des gens, partez du principe que la personne ne va peut-être pas vous prendre rendez-vous tout de suite. Et qu'il ne faut pas essayer de la convaincre tout de suite. Peut-être juste le rassurer sur la démarche et lui montrer que vous êtes peut-être une personne qui est en capacité de l'accompagner. Mais vous ne prendrez peut-être pas rendez-vous tout de suite. Et je trouve que ça détend en com. Ça enlève un peu de pression de croire qu'il faut se vendre instantanément. Alors, personne, ça sera rare les gens qui vont faire ah, j'achète la séance. Ça va être rare. Ça. Ok? Ça va là-dessus? Bon, c'est cool. Donc, patience un peu. Est-ce qu'il faut demander aux clients pourquoi ils nous choisissent plutôt que quelqu'un d'autre? Oui, moi je pense que c'est intéressant. Ça s'aborde, enfin, moi c'est je pose, en début de séance, moi j'aime bien demander comment vous m'avez trouvé. Ça c'est pour la traçabilité de la question fondamentale que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Comment vous m'avez trouvé? Bah, sur Internet. Ah bon, vous avez vu une pub ou... Non, c'était un post. Ah d'accord, ok. Réseaux sociaux, très bien. Bon. Des gens ne sauront pas vous répondre, mais c'est pas grave, ça sert à rien d'insister, mais ça ne mange pas de pain. Moi j'aimais bien la question pourquoi l'hypnose? Moi je la trouve cool. Parce qu'elle permet déjà de calibrer un peu le présupposé du choix de l'hypnose, voire même les attentes de la personne. Ah, parce que mon beau-frère, il a fait une séance une fois, et c'était pas mal, alors ma femme, elle m'a dit de venir. Vous voyez déjà ce que ça veut dire dans l'approche de la séance. Et après, non, mais qu'est-ce qui vous a décidé de venir me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre, juste par curiosité? Ça se dit ça dans une conversation. Ça tue personne, ça mange pas de pain, et l'info, elle peut être intéressante. Moi, je le demandais, c'est parce que mon site, il faisait médical. Moi, c'était mon choix. J'avais fait un truc genre centre hypnose, genre un truc où on est plusieurs praticiens et tout. Et ça les rassurait sur le côté médical. J'avais la validation de ça quand les gens me répondaient. Donc, ça veut dire que ma stratégie fonctionnait. Mais ça ne mange pas de pain de le demander. Non? On est dans une relation humaine, hein, autant faire un truc sympa. Hein. On peut discuter avec les gens. Hein. Ça marche. Et ça crée le rapport en plus. C'est pratique. D'autres questions, Anna? Vas-y. Euh, pour les tarifs de séance, comment jongler entre nos besoins et la crise économique actuelle? C'est une excellente question. Bah, il y a une loi du marché. Hein. C'est quoi les tarifs du marché ou de la zone dans laquelle vous vous situez? Crise économique, c'est un principe de réalité. Bah, peut-être que les gens vont moins dépenser de l'argent pour faire des choses moins indispensables, ou du moins ils vont les garder pour des choses tout à fait inutiles mais qui leur font du bien. Ça, on n'a pas la maîtrise là-dessus. C'est pas parce que la crise économique est difficile qu'il faut tailler les prix. L'inverse qui se passe. Enfin, vous voyez bien quand vous faites vos courses. Hein. Mais dans l'idée, là-dessus, il n'y a pas trop de règles. Moi, je pense qu'il faut respecter un peu les tarifs du marché. Et encore, ça se discute sur un positionnement qu'on peut avoir. Typiquement, on peut aussi se positionner plus cher que les autres parce que c'est une suggestion en elle-même. Après, il faut que la qualité de la com et du discours, ça suive un petit peu derrière quand même et que vos séances aussi à terme. Mais tout ça, c'est des... Qu'est-ce que tu veux changer en fait? Qu'est-ce que tu veux changer? Bah, c'est la crise, je fais mes séances à 40 balles. Je sais pas, moi, quand je vais faire le plein, on me dit pas, ah, c'est la crise, hein, le plein, il est à 1,50. Hein. On me dit pas ça, moi. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas de station-service à 1,50. Hein, parce que c'est la crise. Hein. Donc, je sais pas, t'en penses quoi, toi, Anna, tiens, d'ailleurs? Moi, je suis pas pour la baisse de prix en fonction de la crise, mais pour l'amélioration de la com. Ça ne ferait pas devenir quelqu'un d'essentiel, mais de montrer à quel point ça peut être utile
Hmm. de venir nous voir, quoi. Parce que le problème, c'est que souvent, on va aller dire l'hypnose, c'est super, mais ou le coaching, c'est super, mais pas vraiment sur qu'est-ce que ça va vraiment apporter aux gens. C'est Et on ça. vient là sur arriver à expliquer exactement ce que ça va apporter aux gens. Hmm. C'est la crise, on est tous d'accord que les prix sont plus chers. Après, moi, à Saint-Étienne, les restos sont encore pleins. Les formations d'hypnose, elles sont quand même encore bien pleines. Ouais. Mm, Bah, cet été, c'était quand même bien plein, hein, les vacances et tout. Hein. ça- Ça va. Hein. Là, ce soir, je vais aller manger en ville à La Rochelle. Je pense que c'est pas la crise. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Les restos et du monde. Hein. Donc, je pense qu'on a attention à ce biais-là. C'est plus un biais qu'autre chose, la crise dans les gens continuent à dépenser leur argent. Par contre, d'y voir, je suis complètement d'accord avec ce que dit Anna, de mettre un peu plus en avant l'intérêt de se faire accompagner par rapport aux problèmes que les gens peuvent rencontrer, ça, c'est quelque chose où vous avez la main. Arrêtez de parler de votre outil comme il est formidable, expliquez quels sont les problèmes que vous pouvez résoudre et faites péter les objections surtout vis-à-vis de l'hypnose. Ça sera beaucoup plus intéressant de travailler là-dessus que de vous prendre la tête sur la baisse de votre tarif, je pense. Une autre question, Anna, il y a aussi une question de Lénaïque dans le chat. La dernière que j'avais sur le groupe, c'était comment trouver des prescripteurs au-delà du démarchage classique. Faire des potes. Non, mais c'est vrai, hein, je le pense. Hein. Mais ça a été ma technique pour les podcasts, hein. J'ai commencé par l'effet de Bah, halo. bah, c'est se faire des potes. Mm. C'est pour moi un bon prescripteur, c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien. C'est pas un truc mécanique. C'est quelqu'un avec qui vous créez une relation à un moment donné. Donc ça peut être votre ostéo, comme ça. Il en faut pas beaucoup, hein. Des fois, il en suffit d'un ou deux, ça suffit, hein. Mais c'est des relations de réseau, en fait. Et une relation de réseau, c'est des relations humaines. C'est d'en revenir à des relations humaines. Je pense qu'une des erreurs en communication et dans la démarchage de prescripteurs ou constitution de réseau, ça serait un peu comme si c'est un peu cet état d'esprit comme si je me baladais dans la rue avec l'espèce de prétention que pour faire un comparatif avec les relations affectives, je peux coucher avec tout le monde sans aucun problème, tout le monde sera d'accord. Non, ça marche pas comme ça la vie en fait, ça marche pas ça. Il y a un lien qui se crée à un moment donné avec une personne, une affinité ou quelque chose qui déclenche une suite de relations. Et un prescripteur du réseau et toutes ces choses-là, pour moi, c'est du même ordre. C'est pas quelque chose de mécanique. Ou alors, il y a un intérêt commun à travailler ensemble. Mais sinon, c'est souvent se faire des potes, créer des relations, inviter à boire un café. Bah tiens, ce serait intéressant qu'on parle de ça. Viens, on va se boire un café ou ce genre de choses. C'est créer une relation. Ça peut être une relation pas forcément amicale, mais une relation professionnelle avec une affinité avec cette personne-là. C'est plus ça qui va générer du prescripteur que de vouloir le convaincre de lui envoyer du monde. Ou alors, il y a effectivement le win-win très marqué. Ça veut dire, moi, je peux t'aider là, et toi, tu peux m'aider là, et on s'échange les trucs. Ce qui est un peu plus rare. Un peu plus rare. Je l'ai eu avec, je sais plus comment il s'appelle, Benjamin, ouais, où on avait travaillé à ce qui rentre dans les réseaux de neurologues en hôpitaux pour travailler sur le sommeil. Ça a été un travail d'1 an. Pendant 1 an, on a bossé à créer la relation avec les neurologues. Il s'est fait inviter, puis lui, il a invité, et puis machin. Puis, tiens, tu nous ferais pas une présentation devant les autres neurologues, et puis bon, 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 bon. Et du coup, il est devenu un point de référence avec un prescripteur hyper intéressant sur le sujet. Donc, c'est vraiment plus, voyez le travail de réseau comme les relations affectives ou les relations amicales. Je trouve que c'est un excellent parallèle. Ça marche pas avec tout le monde, en fait. Ça va marcher avec certaines personnes parce qu'il y a une énergie qui se cale en fait. On parle un peu la même langue, on s'entend bien, on s'apprécie, et puis en plus, au niveau professionnel, on marche un peu dans la même direction, et c'est ce qui va générer ça. Ça répond à la question? Oui, ça va. Oui, je crois. Mais j'aime bien ce parallèle avec les relations affectives. Je trouve ça très, très, très. Enfin, ça me fait rire déjà de un, mais deux, c'est tellement vrai, quoi. C'est d'avoir la prétention de vouloir sortir avec tout le monde, tomber amoureux de tout le monde et tout. Non, ça marche pas, en fait. On sait tous que ça marche pas. Pourquoi on veut le faire avec nos prescripteurs? Il y a peut-être un prescripteur, vous allez lui parler, vous sentez que ça va pas le faire, et puis c'est mort, essayez pas de le convaincre. Par contre, il y aura peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, et puis pouf, pouf, il va se passer quelque chose et il va vous envoyer du monde. Patience, là encore. Peut-être le mot peut-être le leitmotiv de tout ce que je raconte, c'est patience. Y a-t-il un intérêt à créer une deuxième fiche Google pour un cabinet partagé sur une autre ville?
De mémoire, oui, c'est quasiment obligatoire parce que c'est 2 adresses, Anna, c'est ça, non? Ouais, hein, ouais. Oui. Et d'où se pose la question du 2e numéro de SIRET et de la 2e domiciliation. Et là, il faut appeler l'URSSAF pour savoir comment ça se passe. Je ne travaille pas à l'URSSAF. Mais je crois que c'est pas obligatoire. Je pense qu'on peut avoir 2 adresses sur une même activité, surtout dans le cadre de nos activités. Mais il faudra une 2e fiche Google My Business. Oui. D'autres questions? Ouais, il y avait quel moyen de communication privilégié? Se présenter avec doc papier, alentour, Insta, Facebook. Voilà, on est sur quelle stratégie privilégiée, quoi. Ouais. Bah là, c'est pas pareil. Hein, toi, tu dirais quoi, toi? Anna. Moi, je dirais que ça va dépendre de plusieurs choses. Vous, ce que vous aimez, déjà. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas les réseaux, c'est pas la peine. Ouais. Moi, j'adore ça, j'adore comprendre ce qui se passe, etc. Donc, ça me va bien. Et par contre, je suis moins bonne pour aller voir les gens. C'est-à-dire, je flippe des gens, donc voilà, si tu me fais faire démarcher des prescripteurs, je suis pas très bonne. Du réseau déjà que tu as de base, tu as déjà un gros réseau, autant l'utiliser. Mm. Où sont tes prospects, en fait? Enfin, c'est où sont les gens avec qui tu veux bosser? Mm. Si tu veux bosser qu'avec des ados, Facebook ou C'est peut-être pas mort. le meilleur endroit, quoi. Ouais, D'un autre côté, les ados, c'est les parents en fait. Je demande ça aussi parce que j'entends que Facebook c'est has-been, que ça marche plus, que c'est. Non, ça marche très bien, Mais Facebook. Non, non, très non, bien. ça marche très C'est bien, très, très Facebook. bien. Ouais. C'est un des réseaux d'accord. le Ok, plus. on est d'accord. Non, non. Plus la population, en fait. C'est-à-dire les jeunes ne sont pas, n'ont presque même pas connaissance que Facebook est une réalité. Donc, c'est plus, Ouais. c'est générationnel, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Ça fonctionne très très bien Facebook. Mm. Effectivement. De toute façon, je rejoins vraiment Anna là-dessus. Hein. C'est le côté faites les choses avec lesquelles vous avez une sensibilité déjà, mais est-ce que vous voulez pas le faire parce que ça ne vous intéresse pas par un principe de valeur, ou est-ce que vous avez la pétoche de quelque chose? Et je pense que ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que moi, je sais que les réseaux, c'est presque un principe de vie, quoi, pour moi. Pour moi, les réseaux, c'est ce qui va détruire notre société. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, j'ai pas de sensibilité aux réseaux sociaux, quoi. Tu vois, l'optimisation devant les réels et tout, pour moi, c'est une catastrophe. Donc, je veux pas me mettre à faire ce genre de truc-là. Tu vois, pour moi, c'est éthiquement, ça marche pas. Mais pourtant, ça m'empêche pas de faire des lives, de montrer ma tronche, de faire un petit post de temps en temps, ou ce genre de choses. Mais je vois beaucoup qui sont là, moi les réseaux ça m'intéresse pas, et quand je creuse un peu, c'est non mais j'ai peur parce que si je poste ça, et puis qu'est-ce que les gens vont penser, tatati tatata. Il y a souvent aussi ce problème comparatif entre thérapeutes, pour le coup, entre hypnos, qui n'osent pas poster parce qu'ils savent que les copains hypnos vont voir, et qu'ils vont être jugés par les autres copains hypnos, et qu'ils n'ont pas envie de se faire rembarrer. Il y a ce truc-là aussi, je l'entends très souvent. Donc, quand vous prenez une décision sur quelque chose que vous décidez de faire ou de ne pas faire, posez-vous la question, est-ce que c'est une fuite de quelque chose ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne vous intéresse pas, qui ne fait pas partie de votre personnalité? Bah, comme Diana, moi, aller vers les gens et tout, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Très bien, super. Et c'est plus à cet endroit-là qu'il y a un point de décision. Après, il y a des bases fondamentales. J'ai envie de vous dire, avoir une carte de visite en ligne, un site internet, donc avec une fiche Google My Business, et par exemple mettre une petite pub AdWords dessus, ça mange pas de pain, ça vous permet d'avoir de la visibilité, ce genre de choses, à partir du moment où votre site il est bien fait et la pub elle est bien faite. Mais tout ce qui est développement de réseau, ça va vraiment dépendre des situations, aussi dépendre de votre état d'esprit, et bah, si vous voulez quand même le faire, des fois il manque juste un petit peu de développer cette compétence-là. Il y en a certains qui sont là, qui sont sur révélateur, ils se sont mis à démarcher, à développer leur réseau parce qu'ils ont appris à pitcher, à présenter ce qu'ils font et ils ne savaient pas le faire avant. Pas de secret. Si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas te prendre un mur. Ça, si je ne sais pas conduire, tu ne vas pas me dire va dans cette voiture et puis fonce tout droit. Ben non, je vais me prendre un mur, je ne vais pas le faire. Par contre, si je t'apprends à conduire, ben, peut-être que tu vas la prendre, la caisse. Et c'est ça l'idée, finalement, des fois. Est-ce que des fois, c'est peut-être une lacune d'apprentissage, je ne sais pas faire, ou je ne sais pas dans quel ordre le prendre, ou etc., etc. Et bien souvent, on a plus de problèmes de lacunes en termes de compétences et donc d'apprentissage à venir acquérir que de réelles décisions de ça, c'est pas mon truc. Le ça, c'est pas mon truc, il est beaucoup plus rare que en fait, non, j'y vais pas parce que je sais pas faire et j'ai peur de. Donc, soyez juste vigilants là-dessus avec vous-même, et aussi en honnêteté vis-à-vis de vous-même. Et après, peut-être que vous avez le droit aussi de décider de, bah non, je sais pas faire et j'ai pas envie de l'apprendre. Du coup, bah ok, on laisse tomber.
pas de souci. Mais soyez au clair avec ça. Je rajouterais que les réseaux sociaux, c'est plus long, je trouve, à développer que de faire du réseau directement où les gens vous rencontrent, ils ont un fit, vous pouvez augmenter l'autorité, la confiance plus rapidement que sur les réseaux, c'est long, il y a beaucoup plus du coup de concurrence. Et en plus, maintenant, ne poster juste du contenu ne suffit plus. Mettre un post de temps en temps, ça, c'est pas possible. Il faut vraiment des stratégies particulières qu'il faut apprendre. Donc voilà, quand on décide de faire sur les réseaux parce que c'est la mode et tout, c'est pas si facile que ça, loin de là. Ah oui, la concurrence avec la terre entière et tout le monde fait pareil. Et beaucoup de gens qui font de la merde. Hein, donc, non, mais c'est vrai. Des banalités absolues, c'est poster des citations, des machins, c'est bon, tout le monde fait ça à un moment donné. Pourquoi je viendrais vous choisir vous plutôt qu'un autre? Hein? Question fondamentale. Peut-être pas. Est-ce que je vais te choisir parce que tu mets une énième citation qu'on a vu passer 48 fois depuis ce matin? Bah, c'est peut-être pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Et les réseaux, oui, je suis complètement d'accord avec Anna, vous êtes en concurrence avec la terre entière. Terre entière. Vous êtes noyé même au milieu de la masse. Donc ça nécessite presque plus d'efforts, effectivement, que de faire du réseau réel qui est juste là, à côté, et qui demande peut-être d'acquérir une compétence, apprendre à pitcher, tout simplement, à présenter ce que vous faites, à être plus à l'aise à l'oral, et ce genre de choses. Si je mets que je protège mes données sur FB, ça marche. Taquine. Ah putain, j'ai même pas voulu poster sur ce truc-là. Laurent, il a posté, moi j'ai pas posté. Non, le réseau, ça va plus vite quand même. Local. Et puis, ouais, local et de Ouais, rencontrer ouais, des gens. Et de toute façon, ça crée le bouche à oreille direct. ouais, C'est quand même beaucoup plus rapide et efficace, je trouve, que si on n'a pas de temps, parce qu'il y avait ça aussi, tu disais, il y a le contexte. Si tu as tout lâché pour devenir hypno ou coach et bah, que tu as besoin de faire de l'argent rapidement voilà, tu as moins de temps que les autres, va falloir sortir de chez soi, je pense. faut sortir. Ouais, oui. Et puis même, je trouve ça extrêmement formateur. En tant que débutant, moi, la meilleure chose que j'ai pu faire pour apprendre à présenter l'hypnose, quand j'ai démarré, c'est je me suis fait des flyers simples, mais simples, genre le centre hypnose, machin. Bon, joli, hein. Je suis graphiste à la base, donc c'est joli. Voilà, je peux pas faire des trucs moches, de toute façon, Et, euh, et je me suis fait toutes les boutiques de La Rochelle. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. De l'épicerie, au boulanger, le magasin de fringues, le machin, le truc, tout le monde, j'ai tout fait, j'ai pris les unes après les autres, je faisais rue après rue. Et à chaque fois, apprendre à créer du lien. Au début, c'était nul, puis au bout d'un certain temps, c'était mieux. Et apprendre à expliquer l'hypnose. Ah, vous savez ce que c'est l'hypnose? Ah ben non, c'est quoi? Ah, pouf, va répondre à ça en live dans la boutique devant des gens. C'est super formateur, hein. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, tu vois les questions derrière, tu améliores ton discours et ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est pour ça aussi, on ne veut pas se confronter à la veste. Donc moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous préparer à le faire en faisant les formations, les machins, les coachings. Mais à la base, moi, je me le suis tapé sans tout ça et j'ai vu à quel point c'était formateur d'être confronté à plusieurs avis, comme confronté à la personne qui dit non, non, moi, l'hypnose, ça m'intéresse pas, c'est de la merde. Ok, pas de souci. Cherche pas à discuter. Tu as compris que là, il faut lâcher l'affaire et te barrer. C'est intéressant. Tu peux pas plaire à tout le monde. Avec numéro 1 en com, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et comme de la relation affective d'ailleurs. Mais c'est marrer ce parallèle, je te jure. Mais, À retenir qu'il faut faire de la masse. ouais, C'est important de faut faire faire de. Ah ouais, beaucoup, beaucoup. C'est pas un de temps en temps, c'est de la masse. la masse, la Tout masse, est en masse, de toute façon, hein. Tu fais des podcasts, c'est en masse. la masse. Bah oui. Et oui, Yannick, plus ça va, moins t'as peur. Bah oui, plus tu fais, moins t'as peur. Normal. Plus tu te prépares, plus tu fais, moins t'as peur. Pour gagner du temps, hein, qu'on se forme. Hein. C'est pas pour gagner du temps sur des choses qu'on pourrait quasiment apprendre soi-même ou acquérir vous pourriez prendre des bouquins, machin, tout ça, apprendre, pratiquer de votre côté, etc. Non, on gagne du temps à aller se former, à écouter l'expérience des autres, etc. Et ça nous fait gagner du temps, les expériences des autres. Mais rien ne remplacera l'action. Enfin, la notion d'action, elle est pour moi absolument fondamentale. L'action dans la pratique et l'action dans vos actions de communication et le fait de vous bouger. Si vous anticipez trop tout, vous allez plus générer de la peur, du doute que de. Prenez-vous des vestes, hein, vraiment. Prenez-vous des clients relous, prenez-vous des clients
en mode baguette magique et tout. Moi, c'est mes préférés, je les adore aujourd'hui. Moi, je veux que des. Moi, si aujourd'hui je devais réouvrir le cabinet, je voudrais que des gens qui me réclament la baguette magique. Je me ferais un plaisir de les retourner comme une crêpe. Parce que c'est aider quelqu'un qui veut une baguette magique. Peut-être que notre job, c'est de lui faire comprendre que le problème, c'est de croire qu'il y a une baguette magique pour ses problèmes dans sa vie, au passage. C'est ça l'aider, peut-être. Tu vois. Donc, c'est des choses hyper intéressantes. On ne veut pas s'y confronter parce qu'on se sent en défaut par rapport à ça. Mais c'est en s'y confrontant, en se prenant parfois des séances difficiles ou des gens qui vont vous claquer la porte au nez parce qu'ils considèrent que vous êtes un arnaqueur. C'est ça qui va vous former aussi et vous renforcer par rapport au regard de l'autre. Vous n'êtes pas des petites choses fragiles. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez. C'est beau, ça, ce que je viens de dire. Je mettrais de la musique dessus. Ouais, tu mettras un petit truc, je sais pas, genre la BO de Transformers, un truc comme ça, tu vois. Gladiator, tu vois. Carrément. Carrément Gladiator. Est-ce que vous avez d'autres questions? On devrait être submergé de questions normalement. Normalement. Comment vous développez votre activité, sur vos problèmes à vous, sur... Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que je vous raconte? Mettez-le dans le chat, ça peut être rigolo. En 3 mots. Ou 2 mots. Il y en a qui vont nous dire ça nous a déprimés complètement. Bah tant mieux. Oh non! Bah, si, ça réveille. Ça me rassure, t'as vu? C'est bon. La science et boulot, reste du taf. Reste du Ça, taf. Tant ça mieux. déstresse, t'as vu? Le moment où il y a plus de taf, eh ben, c'est vraiment flippant. Quand tu te dis que tu as tout fait et que tu peux plus rien faire, c'est très très flippant. S'entraîner aussi, ouais. Pratiquer et agir. Aussi. Quoi d'autre encore? C'est tout? Ouais. Non. Bon, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour, là. Donc, tu as d'autres choses à rajouter, Anna, ou d'autres questions? Persévérer. Oui, persévérer. Oui, oula, oui, persévérance. Patience, persévérance. Il n'y a pas un proverbe comme ça, patience et persévérance sont mères de... Non? Ouais, c'est un truc comme ça, oui. Peut-être, peut-être. Mais c'est ça. Ouais, mais ouais, il y a quand même un gros fil rouge de patience, quand même. Ah oui, de sûreté, voilà, c'est ça. Voilà. De sûreté. Il n'y a pas de secret, il faut se bouger, sortir de sa zone de confort. Je dirais même de sa zone de sécurité. Patience et mère de sûreté. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, mais la persévérance aussi, il faut. Là, c'est trouver le bon équilibre entre tu sais, je pense que l'équilibre du doute, la remise en question. Tu vois, c'est toujours se dire à quel moment j'agis et à quel moment je me remets en question. Et pour voir ce que j'ai fait. Mais on peut se remettre en question qu'à partir du moment où on a agi, selon moi. Je pense que c'est intéressant qu'on ait un vrai, ok, là j'ai fait tout ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, et c'est ça qui permet d'améliorer. Tu sais, j'avais un podcast là avec un Haïm H, je sais pas si vous voyez qui c'est, il fait des vidéos d'hypnose de rue, on peut voir sur TikTok, machin, pour ceux qui sont sur TikTok. Et donc il a une grosse chaîne YouTube, lui, et il me disait, mais en fait, il y a un moment où j'ai décidé de faire vidéo sur vidéo sur vidéo et d'arrêter de regarder celle d'hier. C'est-à-dire que je regardais pas s'il y avait des vues, des machins, des trucs, juste je continuais sur celle d'après, sur celle d'après, sur celle d'après, et au bout de X temps, Ouais, là, c'est ça. j'ai une analyse. Mais d'abord, beaucoup d'actions, et ensuite, j'analysais. Ouais, c'est très juste ça. Ouais, c'est un très bon exemple, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, il faut enchaîner les trucs, et puis après, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et on cherche toujours la remise en question après une action. Comme des gens qui me disent ah ouais, mais je sais pas trop, l'arrêt du tabac, ça me plaît pas. Je veux pas en faire. Déjà, je leur dis en tant qu'hypno, si tu fais pas d'arrêt du tabac, c'est comme si tu allais chez Speedy et qu'il disait qu'il faisait pas de vidange. Donc déjà, tu te dirais il y a un problème. Parce que l'hypnose est quand même connu pour l'arrêt du tabac, donc c'est un peu dommage, c'est une belle vitrine. Et déjà, je lui dis fais 150 arrêts du tabac, et puis après, tu me diras si ça te plaît pas. Mais fais-toi chier à accompagner des gens sur de l'arrêt du tabac avant de juger que ce n'est pas bon pour toi. Parce que généralement, c'est surtout quand l'arrêt du tabac, ça plaît pas, c'est parce qu'on a peur de ne pas réussir à les faire arrêter. Donc, résultat. C'est pas le sujet. Le sujet, il n'est pas à cet endroit-là. Si une personne est en attente de résultats, ce qui va déconner, c'est votre manière d'aborder la séance et l'accompagnement. Et c'est ça qu'il faudra travailler pour que la personne, elle se dise pas baguette magique.
Ou alors, vous lui dites, je veux bien faire de la baguette magique, mais il y aura ça, 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 ça et ça comme conséquence possible. Mais je veux bien le faire. Par contre, on peut le faire différemment, parce que si la tabac, c'est une béquille et que je vous enlève la béquille et qu'elle vous permet de vous tenir debout, je ne veux pas prendre cette responsabilité-là, moi. Et les gens, ils comprennent, hein, ils sont pas cons, hein, mais il faut apprendre à l'amener. Peut-être que tu en parles dans ta formation tabac, probablement, sur comment l'amener, je pense. Ouais, toi, tu dois en parler. Mais ça, c'est des choses. Donc, avant de dire ça, je ne fais pas ou ça, je ne veux pas, posez-vous des vraies questions et faites-en l'expérience. Ou faites-en l'expérience, mais posez-vous des vraies questions. Et pas juste un non, ça m'intéresse pas ou ça, je veux pas. Ça, c'est trop facile, en fait. Et ça va vous limiter. Parce que petit à petit, il y aura plein de choses qui vont vous faire chier. Et jusqu'au moment où vous êtes face au mur et puis, merde, j'ai plus le choix, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est assez fondamental. D'oser être dans cette expérimentation, dans cette action, d'oser vous planter, d'oser apprendre aussi, en fait, tout simplement. La compta, déjà, et l'URSSAF, ça nous fait chier, c'est clair. Donc, il y a toujours un truc qui fait chier, de toute façon. Donc, voilà. Mais faites du tabac, du poids, tout ça. Enfin, je sais pas. Les pneus débutants, moi, j'aime bien me dire, faites-en. C'est ça Bah, qu'on vient nous chercher, quoi. tabac, poids, sommeil. Sommeil, ouais. Oh, mais les 3 gros trucs qui sont connus pour l'hypnose, quoi. Bah, ouais. Parce que pour moi, l'exemple de Speedy, c'est la même chose. Si tu vas chez Euromaster, ah bah non, nous, on fait pas les pneus. Ah, mais, attends, mais, non, mais on en a marre, en fait, c'est pas notre truc. Ça marche pas, en fait. Ils sont connus pour ça. Donc, c'est là où aussi, il faut surfer aussi sur la vague de ce pourquoi l'hypnose est connue. C'est ça qui vous attire du monde, hein. C'est ça qui font que les gens ils tapent hypnose ma ville, hein. Donc si vous répondez pas à la demande, bah ça va être compliqué de se développer aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'avec le temps, vous allez être obligé d'en faire. Moi, j'ai fait des arrêts du tabac pendant des années, à la fin, ça me gonflait, quoi. Mais je les ai fait parce que voilà. Et puis c'était vachement intéressant, je trouve, au fond. Beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Assez génial, d'ailleurs. Ouais. Toutes les mécaniques qu'il y a derrière, elles sont ouf, quoi. C'est pour ça. Voilà. Je sais pas, d'autres choses? Ça va. Autre question? Ou c'est tout bon pour... Vous êtes rassasié. Perso, je suis dans l'accompagnement périnatal. J'ai demandé à mon ostéo si je pouvais venir en stage d'observation chez elle pour bien comprendre son job après des futures et jeunes mamans. Elle est OK. Je me dis que ça développe le réseau et que ça peut m'apporter des clients. Eh ben voilà, C'est génial. ça, c'est une super idée. Tu vas créer du lien avec cette personne, vous allez discuter, tu l'invites à boire un thé après derrière pour débriefer. Et puis... Très très bien. Très bonne idée ça, Peggy. On est dans un truc simple et humain, en fait, tout simplement. Montrer de l'intérêt. Montrer de l'intérêt pour ce que fait l'autre. Dans le démarchage, pour le coup, vaut mieux arriver dans je suis intéressé par ce que tu fais, plutôt que salut, intéresse-toi à ce que je fais. C'est plus intéressant comme démarche. Parce que bah, tout le monde aime bien qu'on s'intéresse à lui. Ouais. Mais c'est vrai en plus. Et il vaut mieux être dans cette curiosité-là d'ailleurs. C'est plus facile qu'avec les sages-femmes ou les médecins. Bon, les médecins, il faut oublier, hein. Foutez leur la paix, les médecins, ils n'ont pas que ça à foutre. C'est une légende urbaine, ça, les médecins. Et votre médecin à la rigueur, ou si vous avez un copain médecin à la rigueur, mais aller démarcher les médecins et tout le tralala, à mon avis, là, on est sur. Prenez-vous, prenez les gens que vous connaissez de plus proches, puis vous élargissez au fur et à mesure. Commencez déjà par ça au niveau du réseau, et ça sera déjà pas mal hein, sur ce que vous avez à faire. Ou demandez à des très proches s'ils n'ont pas, votre meilleur pote, bah, il a un super pote qui est médecin. Bah, allez, tout le monde à l'apéro, boum, et allez, on papote. C'est ça qu'il faut faire en fait. C'est comme ça qu'on développe du réseau plus facilement. Pour moi, c'est vraiment des histoires de rencontres humaines. C'est beau, c'est avant tout une rencontre humaine, tu vois, le réseau. C'est vrai. Je vais devoir mettre plein de musiques différentes. Là, je vais devoir mettre la musique de la pub et qui s'appelle Orio Kézak, tu vois. Ouais, exact, mais je pensais à ça en plus. Mais c'est voir le développement du réseau et des prescripteurs comme des rencontres avec des personnes, c'est beaucoup plus intéressant que de l'aspect plus mécanique de je vends mon truc et tu m'envoies du monde. Je pense que ça peut vraiment transformer quelque chose. Mais ça en revient à vos propres qualités humaines. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, à faire de nouvelles rencontres et ce genre de choses? C'est pour ça que ça dépend. Les rencontres apéro boulot pro se développent beaucoup en ce moment pour réseauter. Bah voilà, exactement. Pourquoi? Oui. Ça, les petits déjeuners d'entrepreneurs, Exactement. Des moments de convivialité.
Bien. C'est la base, convivialité. Et l'alcool, forcément, l'apéro et En l'alcool. France, hein, quand même. On reste en France, tu vois. Ah, les after work, voilà, exactement. Les happy hours. Les happy hours du professionnel de l'accompagnement. Ok, et bah écoutez, c'est déjà pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal, hein. Merci, JP. Bah, Merci. merci à toi, Anna, de m'avoir offert cet espace de parole. C'était très bien. Avec Une plaisir. reprise. Merci à ceux qui étaient là, ceux qui ont participé. Aux autres qu'on n'a pas vus, et ben, j'espère que ça vous a apporté des pistes quand même. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Ouais, ça marche. Des bisous. Bye. Allez, bye bye.